l'ingratitude. Si Franck parle aujourd'hui, c'est puisqu'il y a un homme qui est arrivé au pouvoir et qui a restauré la liberté d'expression qui n'existait pas. Il y a un homme ici qui est arrivé au pouvoir qui a pensé qu'il n'y aura plus de prisonniers politiques en RDC. Franck, par devoir de redevabilité, par devoir de gratitude, quel que soit le mauvais comportement de Félix, Franck ne devait pas dire ça. Nous avons été avec Franck aux côtés de Tshisekedi Etienne. Je sais ce que Franck vaut. En tout cas, Franck a tapé à côté. Et la séparation entre Kaboun et l'IDP, ce n'est pas Tshisekedi et l'IDP, c'est l'immoralité de Kaboun. C'est le fait que Kaboun se comportait comme un voyou indéléquent. Un premier vice-président de l'Assemblée nationale qui entre dans la rue, gère la circulation, trouve les pneus de privé. Il va, mais il ne sait même pas de quoi quelle est sa mission. Il va chez le chef de l'État. Il veut proposer un nouveau commandement militaire de la police. C'est un délinquant. Si Tshisekedi aujourd'hui, Etienne ressuscité, la première personne qui va frapper, c'est Kaboun. Info 243 au cœur de l'actualité. Voilà, bonjour à vous tous très chers internautes des Info 243. Bienvenue dans votre émission d'aujourd'hui. Merci une fois de plus pour la confiance que vous nous faites. Je dis bonjour à Raphaël Walkonka, mon directeur général, et aussi à celui qui est derrière la caméra. Donc voilà, pour ne pas être longue et large, mesdames et messieurs, qui votre humble service journaliste reçoit pour vous monsieur Willy Micheki, président du cher au parti UNANA, et aussi membre de l'Union sacrée, avec qui on aura décrypté sur quelques questions d'actualité, et puis que votre attention soit soutenue comme d'habitude. Sans plus tarder, je dis bonjour au président. Bonjour. Comment la santé? Non, la santé se porte bien malgré les problèmes de l'Est du pays. Nous sommes victimes d'une agression injuste. Bon, pendant un long moment, vous avez disparu, on vous a cherché, vous étiez au four au moulin là, donc... Malheureusement, je suis toujours entre les deux avions, mais ça va, je suis là finalement, comme je dis. Pourquoi ne pas nous adresser à cette audience aussi importante? Merci. Merci de nous avoir honorés. Alors, vous venez de parler tantôt de la situation de l'Est. Oui, elle est vraiment préoccupante. Dites-nous un peu, c'est du théâtre ou c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe au juste? Non, il faut dire... les adversaires ont encore possédé ces territoires-là. Mais jusqu'à quand? Ça date de 25 ans, si je ne m'abuse, oui, cette guerre. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il faut dire d'abord que c'est l'un des plus mauvais héritages que Kabila a laissé à son successeur. Mais quand cela ne tienne, je dois dire qu'on peut tout dire, on peut pleurnicher, mais il faut dire qu'il y a la responsabilité première de l'État. Le fait qu'on n'a pas réussi à rétablir l'autorité de l'État sur la scène internationale, ça pose problème. Il y a encore aujourd'hui des endroits où on ne sent même pas les points que je peux appeler l'impérium. Il n'y a ni police, ni l'administration, ni l'armée, il n'y a absolument rien. Alors, dans ce milieu-là, les groupes armés étrangers, comme nationaux, s'organisent pour y placer une administration. Donc, il est impérieux que l'État puisse s'assumer. De deux, il y a aussi une question d'incompétence, je peux même dire plus loin, d'irresponsabilité des dirigeants qui ont précédé Tshisekedi. Cette question aurait dû être réglée. Je parle de la question des M23. Il y a eu un accord qui a été signé un certain 12 décembre 2023. J'ai eu la chance, en tant que chef coutumier, d'y être invité comme témoin. Et sur place, à l'hôtel intercontinental à Nairobi, j'avais déjà dénoncé le fait que l'accord ne reflétait pas les intérêts de la RDC. Lorsqu'un groupe armé a été défait, je me rappelle ici que le M23 a été défait, l'accord a dit dans son préambule, à la signature de cet accord, le M23 sera immédiatement dissous et le gouvernement de Kinshasa procédera à la démobilisation, désarmement et réinsertion des groupes armés avec comme priorité les retours des réfugiés. Pendant 6 ans, le régime Kabila et tout ce qui a suivi comme
gouvernement ont été incapables d'appliquer leur propre accord. Je rappelle qu'en 2013, le Premier ministre qui était là, c'était Augustin Matata Ponyo. Pourquoi? Parce que l'accord a même violé la Constitution. Parce que lorsque vous dites que les M23, les ex-combattants des M23, allaient être concentrés dans le nord et Sud-Kivu, qui allaient être déclarées des provinces sinistrées, avec une administration spéciale où on va appliquer le fédéralisme. C'est-à-dire le rapprochement du gouvernant au gouvernement. On allait y mettre des moyens et promouvoir les communautés qui n'ont pas pu participer à la gestion au niveau national. C'est vraiment la balkanisation. C'est ça les fameux accords de Nairobi. Et alors que l'M23 était en position de faiblesse, lorsqu'un groupe est à même la guerre, lorsque vous perdez la guerre, vous allez négocier, vous négociez en position de faiblesse. Mais quelle n'a pas été ma surprise de constater qu'après avoir été défait, mais les M23 qui avaient des parrains évidemment à l'époque, l'Ouganda, le Rwanda, puisque c'était un accord international qui était signé à Nairobi en présence des 4 chefs d'État. La RDC, le Rwanda, l'Ouganda et le Kenya. Et conformément à la constitution de la RDC, notamment, je ne me rappelle pas, article 235, les accords internationaux régulièrement compris ont une supériorité sur les lois nationales. C'est malheureux qu'on ait amené l'État congolais. Voilà pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, cet accord n'a jamais été réalisé. Parce que ce qui est arrivé, il était incapable de le faire. C'est ça la cause incessante, c'est ça la cause de cette guerre incessante. Justement, puisque, vous savez, aujourd'hui, par exemple, les enfants qui sont partis, qui avaient 9 ans, 10 ans, aujourd'hui, ils ont 19 ans, 20 ans. Ce sont eux les combattants. Ils sont recrutés au Rwanda, en Ouganda, on leur dit, si vous ne prenez pas les armes pour libérer votre pays, vous allez rester éternellement. Donc l'histoire de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, au Rwanda, notamment nos frères Tutsi, qui ont fait 30 ans en exil, mais après 30 ans, ils sont revenus au Rwanda et ont jeté dehors le pouvoir Hutu qui d'Abiyarimana. Nous sommes en train de jouer avec les ces jeunes gens-là qui sont partis, dont on a été incapable de ramener au pays. Chez eux, ce sont des Congolais comme vous et moi. Et là, j'en appelle les accords congolais qui faites attention à la stigmatisation, la déstabilisation, l'instabilité que nous connaissons aujourd'hui de la partie orientale, a eu comme détonateur la question de la nationalité de Banyamulenge. C'est ça qui a même fait qu'on est allé chercher Mzee Laurent Kabila, qui était pratiquement qui était désintéressé dans les combats. On est allé le prendre, on a fabriqué une rébellion fausse pour arriver jusqu'à Kinshasa. Donc la même histoire risque de se répéter. Donc il faut éviter la stigmatisation. Je rappelle ici qu'au Congo, nous avons des Tutsis et Hutus congolais. Comme aussi on a des Tutsis Hutus au Burundi, on a aussi des Tutsis Hutus au Rwanda. Il ne faut pas voir le nez de quelqu'un, la morphologie, la faciès pour dire il est étranger. Non. La loi est claire sur la nationalité. Tous ceux dont les ascendants se sont retrouvés sur le territoire congolais sont des Congolais. Et ici, nous avons eu l'ethnie qui s'appelle Tutsi. Nous avons eu l'ethnie qui s'appelle Hutu. N'oublions pas qu'il y avait avant ça la communauté Rwanda, Urundi, Congo sous la colonisation. Et quelqu'un pouvait quitter Mwanda à l'océan Atlantique jusqu'à Bujumbura, ou même jusqu'à la frontière avec l'Ouganda, au Burundi, en passant par le Rwanda, sans visa, sans toute formalité, puisque c'était le même espace. Et il y a eu l'opération MIB, Migration des Banyarwanda, organisée par les Belges, qu'on a amenée en RDC, notamment au Nord Kivu, puisqu'il n'y avait pas assez d'espace au Rwanda. Et ces gens-là, quand nous avons accédé à l'indépendance, ils étaient ici. Il faut dire la vérité aux Congolais, qu'il y a des Tutsis, des Hutus qui sont Congolais comme au regard du droit congolais. Merci pour cet éclaircissement. Alors, parlons du point de presse qu'a tenu Franck Diongo hier. Il dira, en fait, il demanda à la population de ne pas voter Félix Tshisekedi
aux élections prochaines? Bon. Quelle lecture faites-vous quant à ça? Bon, je regrette d'abord beaucoup que cela vienne d'un ami à moi, un véritable patriote et le bombiste, parce que je rappelle ce que parmi les politiques congolais, Franck, même quand j'étais arrêté par Kabila à la prison de Nolos, dans cette ville, lorsqu'il disait que je l'avais insulté, Franck Diong est parmi les rares politiciens qui venaient me voir comme mon ami Moinidela, Moïse et tant d'autres. Donc Franck, c'est vrai, il a été victime de frustrations. Vous savez, aux élections passées, son parti, le MLP, n'a pas pris part aux élections. Franck était en prison, il a décidé de se retirer. Aujourd'hui, la coalition dans l'Union sacrée ne prend en compte que ceux qui ont de représentants au niveau des assemblées délibérantes. Donc quand votre parti n'a pas de députés, de sénateurs, vous avez des problèmes pour avoir quelque chose. Mais moi, je pense qu'à l'Union sacrée, il faudrait privilégier les critères de solidarité. Pour que même les autres partis, comme celui de Franck, qui n'ont rien, qu'on puisse au moins passer à eux. Ça, c'est mon point de vue personnel. Mais ce que je reproche aussi à Franck, c'est que c'est l'ingratitude. Si Franck parle aujourd'hui, c'est puisqu'il y a un homme qui est arrivé au pouvoir et qui a restauré la liberté d'expression qui n'existait pas. Il y a un homme ici qui est arrivé au pouvoir qui a pensé qu'il n'y aura plus de prisonniers politiques en RDC. Aller en Dolo et dans les comme on les appelait, les genres de la NER aujourd'hui, il n'y a plus de politiciens. Même dans les prisons du Congo, il n'y a plus de politiciens. Des gens arrêtés pour des infractions politiques. Mais critiquer, infiltrer, faire ceci, sont des infractions des droits de l'homme. Si Franck Diong est libre aujourd'hui, comme Moïse Katumbi, que Kabila a dit, revenez chez vous, Mouyambo, Diomi et tant d'autres, c'est puisque ce qu'il a dit, vous êtes là pour une cause, une raison politique, je ne veux plus avoir de politiciens à arrêter. Franck est là. Franck aujourd'hui, lorsqu'il appelle à voter contre Kabila, c'est son choix. Il est libre, ce qu'il dit, il est libre de le faire. Mais moi j'estime que Franck, par devoir de redevabilité, par devoir de gratitude, quel que soit le mauvais comportement de Félix, Franck ne devait pas dire ça. Je vais être avec Franck aux côtés de ce qu'il détient. Je sais ce que Franck vaut. En tout cas, Franck a tapé à côté. Et il n'est jamais tard pour qu'il puisse se rebiffer ou se rétracter. D'autant plus que je sais qu'il y a des hommes, des candidats potentiels, qui utilisent, même moi j'ai été approché. Moi, Willy Michel, j'ai été approché. On m'a même proposé 300 000 $ de campagne. J'ai refusé. C'est question de conviction personnelle. On m'a proposé 300 000 $ pour que je puisse quitter Félix. Et je me dis, bon, vous êtes du Nord Kivu, votre province a 10%. Vous avez refusé peut-être parce que vous aviez des intérêts plus que... Non, j'ai refusé puisque nous... C'est cette somme importante là. Non, ce n'est pas seulement question d'argent. J'ai besoin d'argent. Je n'ai pas même de fonction officielle. Mais par conviction politique, je fais partie d'un regroupement qui s'appelle AFDC. Mon autorité morale, Bahati Modeste, nous a dit, nous avons levé l'option, avant même que les autres n'emportent pas, de soutenir Tshisekedi. Contre vent et marée, notre candidat, je viens de Goma. On a fait tomber la ville de Goma, on a fait tomber la ville de Bukavu en faveur de Tshisekedi. Même si je n'ai rien, moi, mais par conviction personnelle, je dis au moins, cet homme ici, tu viens nulle part, a pu quand même redresser l'économie. C'est la première fois depuis l'indépendance qu'on a un budget de 10 milliards de $. Dit était la guerre et tout ça, aujourd'hui cet argent-là aurait dû servir au développement des pays. Tous ces gens-là qui viennent, est-ce que allons-nous intérêt aujourd'hui à reprendre à zéro avec un commerçant, quelqu'un qui ne connaît rien des affaires, qui va venir apprendre encore à zéro? Non. Mieux vaut continuer avec l'autre et le mandat n'est que de 5 ans renouvelables. Pourquoi ne pas redonner encore à Tshisekedi 5 ans, 2028? Quelqu'un d'autre de l'Union sacrée prendrait les affaires. Moi, c'est question de choix politique. Donc, j'estime que ses amis de l'Union sacrée, que ce soit Franck, bon, encore, plus grave encore, Kaboul, lui c'est grave, parce que lui, c'est une fabrication de l'UDPS. Et il n'y a pas un homme politique aujourd'hui. Et aussi, en fait, c'est un produit fabriqué de Félix Tshisekedi. Oui, bien sûr, parce que
Kaboun, ça ne vaut rien, Kaboun. Pas mal de gens en doutent de cette séparation, entre guillemets. Non, Tshisekedi avec Kaboun, des Kaboun avec Tshisekedi. Bon, je peux dire quand même que la séparation entre Kaboun et l'IDP, ce n'est pas Tshisekedi et l'IDP, c'est l'immoralité de Kaboun. C'est le fait que Kaboun se comportait comme un voyou indéléquent, un premier vice-président de l'Assemblée nationale qui entre dans la rue, gère la circulation, trouve les pneus de privé, il va, mais il ne sait même pas de quoi quelle est sa mission, il va chez le chef de l'État, il veut proposer un nouveau commandement militaire et la police. C'est un délinquant. Et même immoralement, moi je dis, si Tshisekedi aujourd'hui Étienne ressuscité, la première personne qui va frapper, c'est Kaboun. Kaboun de son vivant a menti en se faisant passer comme Katangé. Alors que Kaboun est Kassaye. Les images sont là, les images de toutes les années antérieures. Kaboun a frôlé la mort à plusieurs reprises à cause de Tshisekedi. Et puis Tshisekedi s'est fait revenir à la vie. La première personne à frapper, c'est Kaboun n'a pas connu ce que nous avons connu, la relégation. Quelque part, ce serait une ingratitude aussi de votre part, vous, de l'Union sacrée. Vous savez, d'ailleurs, Kaboun n'est pas parmi les martyrs vivants de ce pays. Kaboun n'a pas souffert comme moi, comme Moïse, mon idole, comme Franck Dion, et tant d'autres. Si on peut parler aujourd'hui des Jussers, les premiers Jussers, c'est Kaboun. Où est-ce que tu as vu quelqu'un, tu es élite député national, 3 ans après, tu as plus de 100 millions de dollars. Tu as des concessions minières, même s'il les met au nom de ses épouses, entre guillemets. Il se tape où est-ce que Kaboun a eu l'argent pour construire un stade de plus de 1 million de dollars, quel que soit le salaire qu'il a eu. La villa qu'il a ici, plus de 2 millions. La villa qu'il vient d'acquérir à Lumachi, 500 000. Où est-ce qu'il a eu ça comme député? Pendant 3 ans. Il y a quelque chose qui ne va pas. D'ailleurs, si nous étions dans un système sérieux, les ministères publics, même l'IGF, devraient s'intéresser sur les cas de Kaboun. Est-ce que Kaboun a ses récits d'impôts? Il paie des impôts. Et la constitution est claire. L'impôt est obligatoire. Il vous fait peur, apparemment. Il vous fait peur. Non, il ne vous fait pas peur. Moi, je dis parce que c'est le mensonge. Parce qu'il a l'esprit du sphinx en lui. Et puis en plus aujourd'hui, la personne du chef de l'État est inviolable. Il y a une loi, l'ordonnance loi numéro 300 du 16 mars 1963 sur la répression des infractions relatives à l'offense au chef de l'État. Lorsque vous traitez un chef de l'État de buffet, d'aventurier, mais c'est une infraction. Quelle est la différence entre ce qu'a dit Kaboun et ce que Perrault, qui est condamné à l'exil, a dit? Barnabé, qui est en prison jusqu'à aujourd'hui. Jacques Ndala, qui vient de quitter la prison. Nous pensons que le ministère public va se saisir de ces infractions et que les immunités de mon frère Jean-Marc seront levées pour qu'il soit poursuivi. C'est trop grave ce qu'il a dit. Même si le chef de l'État c'est ton ami, c'est ton allié, mais l'État c'est l'État. Il y a quand même, il faut que dans ces pays, la justice élève la nation et on ne veut pas de justice à 2 vitesses ici. Kaboun aujourd'hui doit répondre à cette infraction-là d'offense au chef de l'État. Sinon, nous allons nous retrouver dans un État bananier. Ok, merci. Bon, Cheki. Alors, je pourrais vous demander cette question. Comment se porte la santé de l'Union sacrée? Parce que il y a un peu ce qu'on appelle communément à Bouamboulou et qu'ils ont trop. D'ailleurs, oui, d'abord, il faut dire que l'Union sacrée a été bloquée dans son organisation par Kaboun. Rappelez-vous que depuis que l'Union sacrée a été créée, les 3 premières réunions qui ont eu lieu à l'hôtel du fleuve Congo, le seul parti politique qui n'a pas pris part, c'est l'IDP. Parce que Kaboun s'y opposait. C'est les choses, je vous dis. Donc Kaboun n'a pas commencé aujourd'hui. Kaboun était là, vraiment, il nommait les mandataires, il faisait nommer les mandataires, il avait des commissions par-ci par-là, parce que tous les mandataires que Kaboun proposait étaient monnayés. Il monnayait les postes du parti. Mais aller dans les réunions de l'Union sacrée, qui est la coalition au gouvernement, il n'y allait pas. La première réunion à laquelle l'IDPS a pris part, et c'est d'ailleurs Augustin Kabouya
qui avait représenté, c'est après le limogeage ou la défection la révocation de Kabound à l'IDPS. Et ça, c'est très grave dans l'histoire des partis politiques. En Afrique, j'ai cherché, c'est la première fois qu'un parti chasse son leader, pas les suspendre, les chasser du parti. Donc Kabound a fait de très mauvaises choses à son parti, jusqu'à l'exclure. Généralement, on vous dit, on vous retire les fonctions, vous restez simplement au calme. Mais lui a été exclu. Donc, et s'il est resté, s'il avait le sens d'honneur, comme moi, par exemple, il aurait dû rendre le tablier, parce que le mandat ici appartient au parti. Mais il est sauvé par l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui dit, en des termes terre à terre, que les députés ou les sénateurs n'est pas un garçon de course de son regroupement politique. C'est ça qui les sauve. Mais s'il était vraiment à Mobali, il y a solo, vous pouvez dire, moi, IDPS, je suis maintenant de l'Alliance pour les changements, je fais comment dire ça. Mais puisqu'il s'accroche au pouvoir, c'est un petit ambition, il s'y accroche et il reste. Ok, on va vraiment s'étendre, toujours qui n'a pas de tortille vers la chute de notre émission. Alors, vous faites plusieurs fois ministre. Aujourd'hui, sincèrement, vous êtes devant la caméra d'Info 243. Comment jugez-vous la gérance de ces ministres actuels? Apparemment, il n'est satisfait par la population. Bon, je dois dire, sincèrement, j'ai quand même l'expérience du gouvernement, puisque j'ai servi comme ministre de Mobutu, ministre de Kabila, à des moments difficiles. J'étais la première fois ministre à 26 ans, très jeune, donc tu peux dire que j'ai quand même l'expérience de gestion du pays. Presque 4 décennies comme acteur de première rang. Tout ce qui arrive, on m'appelle prophète, c'est pas parce que j'ai fait des prophéties, je suis pasteur, non. Puisque j'ai fait des analyses de faits. Tout ce qui arrive ici est arrivé peut-être il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans. Nous l'avons vécu ici. Je peux vous dire que les gouvernements actuels, qui je soutiens, parce que je suis derrière la coalition, a fait sa part des choses. Comme on l'appelle la scène des warriors, c'était des guerriers. Oui. On se bat après la guerre, il y a le temps de paix. Nous sommes arrivés maintenant au temps de paix. Il faut maintenant un gouvernement aguerri, capable de faire face aux enjeux électoraux. Quand vous voyez tous ces gens de défection, de passer par là, c'est plus qu'on n'est pas capable d'adapter la coalition de l'Union sacrée au contexte politique actuel, qui est un contexte préélectoral. Il faut maintenant des animaux politiques capables de redonner le second mandat à Tshisekedi. C'est ça l'enjeu maintenant. Moi je dis que ce gouvernement n'a pas démérité, il a fait son travail. C'était des guerriers, ils se sont battus. Nous avons réussi à renverser la majorité. Bonne chose, maintenant ce gouvernement peut se reposer pour avoir un autre gouvernement maintenant qui a une autre vision. Un gouvernement maintenant de paix. Puisque maintenant nous avons la paix, nous irons aux élections. Donc c'est ça que je peux donner comme avis personnel. Et ça c'est un langage que moi, Willy Michel, par mon expérience politique. Sinon on risque de connaître des surprises, puisqu'on dit chez nous que quand vous voyez déjà les faits attaquer la maison des voisins, commencez déjà à évacuer. Parce que vous ne savez pas que si c'est fait là pour rien. Donc tout ce qui se fait aujourd'hui, ce n'est pas un fait de hasard. Toutes ces agitations à l'Union sacrée, il faut sauver les meubles avant qu'il ne soit tard. Ok, Excellence, dernière question. Êtes-vous de ceux qui pensent qu'il faut un remaniement du gouvernement Sama? Moi, sincèrement, de par mon expérience, je ne pense pas qu'il y ait un remaniement pourrait arranger les choses à l'Union sacrée. Il nous faut un nouveau gouvernement. Les warriors, pour moi, c'est les passés. Ils ont fait leur temps. Il faut maintenant un autre gouvernement adapté à la contexte. Soit Samadé, mais moi je pensais qu'il fallait vraiment un autre gouvernement avec une mission précise de préparer les élections et les gagner. Et c'est comme ça que nous pouvons être en mesure de redonner une majorité confortable au Parlement demain pour l'Union sacrée, mais aussi permettre à ce que notre candidat soit réélu. Merci, Excellence. Le mot de la fin pour aujourd'hui. Le mot de la fin, je voudrais seulement dire aux Congolais et Congolais de ne pas être distraits. Nous avons plus que besoin maintenant de l'unité nationale autour du chef de l'État.
qu'on aime Félix, qu'on ne l'aime pas, le pays aujourd'hui est agressé. Et les divisions internes au sein du pays vont profiter à l'ennemi. C'est comme ça que j'insiste beaucoup, même à l'Union sacrée, il faut les critères de solidarité. Évitons les triomphalismes, les mativis, la négligence des autres. Je vis, nous venons de Bukavu, où le président du Sénat a démontré qu'il est incontournable comme leader du Grand Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, c'est près de 23%, 22-23% d'électorat national. Et aujourd'hui, ces 3 provinces sont tombées dans les mains de Tshisekedi. Félix, à travers son allié principal, Bahati Modeste. Ce que vous avez vu, là, Bahati est combattu par-ci par-là, puisqu'il est à côté du chef de l'État, il fait gagner au chef de l'État un électorat important. Alors, faisons attention, ne faisons pas du triomphalisme. J'insiste beaucoup, puisque les mandataires sont des gens qui ont un mandat public, qui travaillent pour le pays. Il ne faut pas confondre que lorsqu'ils sont mandataires, les autres ne valent rien. Moi, j'ai l'expérience que si nous ne gérons pas cette victoire qu'on a eue, cette majorité, nous risquons de la perdre après les élections. C'est un conseil que je donne à mes amis de l'Union sacrée, mais aussi aux autres Congolais qui croient encore à nous. Merci, Excellence Michiki. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Retrouvons-nous très prochainement avec un nouveau numéro de cette émission. Que Dieu bénisse à l'Afrique démocratique du Congo. Au revoir. Info 243 au cœur de l'actualité.